il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi. L'une des options était de procéder par vignette, de prendre les quelques ensembles de données que l'on connaît bien, pour lesquels on a un corpus relativement important, et de faire par touche, de se centrer sur chacun de ces corpus et de laisser l'imagination faire le reste. J'ai choisi de faire tout à fait différemment. Je suis au départ un historien médiéviste occidentaliste. Et j'ai été formé aux méthodes de l'histoire médiévale occidentale. Et il m'a semblé qu'il y avait dans ces méthodes élaborées très longuement par les théoriciens de l'histoire médiévale et les praticiens, il y avait suffisamment d'instruments pour me permettre de tisser des liens entre les corpus et de combler les vides, avec toujours beaucoup de prudence, toujours beaucoup d'hypothèses, mais d'hypothèses qui sont explicitées, et ainsi, c'est l'image du tissu que je donne en introduction, comme une tapisserie qui serait en lambeaux, on va tenter de la retisser en respectant le motif, avec des fils de couleur nouveaux. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Il y a un deuxième élément quand même, c'est que l'une des grandes chances que l'on a en Asie centrale, c'est d'avoir des points de vue qui viennent des quatre coins de l'ancienne Eurasie. On peut avoir des sources chinoises, beaucoup de sources chinoises, quelques sources épigraphiques turques dans la steppe, des sources byzantines, arméniennes, quelques sources indiennes, et l'important, c'est que lorsque ces sources se trouvent en accord, on est certain de l'existence d'un fait historique. Tout simplement parce que ces sources sont totalement indépendantes. Les auteurs chinois n'empruntent rien aux auteurs byzantins. Et les auteurs byzantins n'empruntent rien aux auteurs chinois. Donc lorsqu'ils nous disent la même chose sur la puissance des Turcs, ou sur le grand commerce caravanier, ou sur l'expansion d'une religion, on est certain de pouvoir reconstituer un fait historique. Voilà, donc c'est avec ces techniques médiévistes, occidentalistes, et cette indépendance des sources, j'ai pensé être en position suffisamment solide pour pouvoir proposer une tapisserie globale, une image globale de cette période, de cette immense région, tout en étant extrêmement prudent dans les hypothèses avancées. Ce sont à la fois les dimensions spatiales et les dimensions climatiques, si j'ose dire. L'Asie centrale se scinde en plusieurs sous-ensembles chaque année, immuablement en fonction du rythme du climat. Lorsque les cols sont à 4000, 5000, voire 6000 mètres, il est évident qu'on ne passe pas pendant la moitié, voire les 2/3 de l'année. Donc, de plus, l'Asie centrale forme 3 millions de kilomètres carrés. Je traite de 3 millions de kilomètres carrés. Donc forme un immense ensemble. Les distances sont redoutables. Lorsque, par exemple, je tente d'évaluer dans quelle mesure les caravanes de chameaux ont pu transporter du blé entre les oasis, je me retrouve avec des oasis qui sont distants de plusieurs milliers de kilomètres. Alors qu'au Proche-Orient, où les caravanes de chameaux transportent effectivement du blé, on parle là de quelques dizaines de kilomètres, au maximum une centaine de kilomètres. Et donc, cette dimension géographique, la distance, ce n'est qu'un exemple, mais va modifier, va structurer en fait l'ensemble des raisonnements. Des raisonnements militaires, il y a des saisons pour la guerre, il y a des saisons où on ne peut pas faire la guerre. C'est comme en Méditerranée. En hiver, on ne peut pas faire de guerre navale, tout simplement parce que le temps était trop mauvais. C'est pareil en Asie centrale. Il y a vraiment un rythme des saisons qui est lié à la haute altitude et enfin, dernier point, à la prégnance des déserts. Dans le bassin du Tarim, 96% de la surface est inexploitable. 96%. Donc, en fait, lorsque je parle de l'Asie centrale, je parle toujours en termes de surface géographique des marges habitées de l'Asie centrale.
car les déserts et les montagnes sont toujours au centre du dispositif. Et les zones d'implantation humaine sont extrêmement limitées, marginales, des petits oasis entourés de déserts, ou alors de semi-déserts. Tous les déserts ne sont pas aussi redoutables que le Gobi ou le Taklamakan. Les déserts, par exemple, de l'Asie centrale occidentale sont des semi-déserts, mais néanmoins qui créent des isolats, qui créent une structure en chapelet pour l'ensemble de la région. Elle est absolument centrale, et en fait ils sont largement au centre de ce livre, avec une population iranophone des oasis de Samarcande, Boukhara, des Sogdiens, tout simplement parce que le pouvoir turc représente le pouvoir suprême dans la région, celui qui est légitime. Le khaganat turc se structure en Mongolie, dans ce qui est actuellement la Mongolie au milieu du VIe siècle de notre ère, et va s'étendre à l'ensemble de la région, et beaucoup plus largement, puisque leurs possessions, à leur apogée, vers 582, vont s'étendre de la Crimée à la Corée. C'est le plus grand empire que la Terre ait connu avant celui des Mongols, puis des Anglais. Et le fait même que nous utilisions le terme de turc pour désigner des populations parlant une langue relevant du groupe linguistique que nous appelons turc, est un lointain souvenir de ce prestige. Car il y a des Turcs avant les Turcs, il y a des turcophones dans les armées d'Attila, il y a des non-turcs à Samarcande avant les Turcs. Donc l'extraordinaire extension de leur conquête a conduit à subsumer sous leur nom en fait l'ensemble du prestige nomade. Ces Turcs vont être dirigés par une dynastie sacrée, avec un certain nombre de rituels tout à fait spécifiques, et qui n'est probablement pas d'origine turque. Il s'agit sans doute d'un phénomène très très intéressant comment dire, brusquement, les choses politiquement se cristallisent autour d'une dynastie étrangère, probablement porteuse de savoirs techniques. Ils sont censés avoir été des forgerons dans l'Altaï pour les précédents maîtres de la steppe, les Joujanes, et qui va, dans un contexte climatique, encore une fois, extrêmement difficile, du milieu des années 500, du milieu du VIe siècle, ou par une période durant laquelle on a la décennie la plus froide qu'il y a eu durant les 2 derniers millénaires, dans ce contexte de crise du monde nomade, très touché par ces bouleversements climatiques, les Turcs vont apporter un savoir-faire, un charisme, une idéologie centrée sur le charisme de la dynastie, et avec des armes qui existaient déjà, mais dont ils vont répandre l'usage, des techniques plutôt dont ils vont répandre l'usage beaucoup plus largement, comme par exemple l'étrier. Les Joujanes avaient déjà l'étrier, mais les Turcs vont l'utiliser pour la conquête de l'Eurasie. Ils vont ainsi créer un empire qui est l'empire légitime dans l'Asie centrale de l'époque, à tel point que l'empereur de Chine, lorsqu'il va soumettre l'empire turc et conquérir l'Asie centrale, va prendre le titre de Khagan. Elle correspond à une séquence spécifique en raison des circulations. Des circulations qui sont de beaucoup plus grande ampleur que les circulations précédentes ou suivantes. C'est une période durant laquelle on trouve peu ou prou dans les grandes villes d'Asie centrale, dans les grands campements nomades, une sorte d'assortiment de personnages, des marchands venus de Samarcande ou Boukhara, les marchands sogdiens, des soldats turcs, des soldats chinois, des moines indiens. On va trouver ainsi une véritable, et on va trouver ça au Khorezm, dans le delta de la Moudaria, comme dans les grandes villes de l'ouest de la Chine, comme en Mongolie, ou comme sur les cols du Haut-Indus. Donc une période durant laquelle les informations, les personnes, la noblesse, mais aussi les marchands, les moines circulent. À tel point qu'on a dans des sources byzantines du 6e, 7e siècle une description tout à fait correcte de la situation politique en Chine du Nord. On n'imagine pas, on a complètement perdu en fait le souvenir de cette première mondialisation, parce que cette mondialisation va échouer.
une série d'empires, donc il y a l'empire turc, mais il y a l'empire chinois des Tang, il y a l'empire arabe des Omeyyades, puis des Abbassides, l'empire tibétain qui se crée à ce moment-là autour de Lhasa. Une série d'empires va se partager l'Asie centrale au IXe siècle, et les guerres, en partie religieuses, qui vont se déclencher, vont réduire le grand commerce et ses communications à peu de choses. Donc cette période s'achève au milieu du IXe siècle avec un écroulement du grand commerce caravanier, un écroulement des grands échanges qui ne sont plus que limités à peu près aux quelques échanges religieux, propagation du nestorianisme, du manichéisme vers l'Est, évidemment diffusion de l'islam dans les régions conquises, mais du milieu du IXe siècle à la période mongole, les échanges par l'Asie centrale ne seront absolument sans commune mesure beaucoup moins grands, beaucoup moins importants que durant la période dont je traite dans l'ouvrage. C'est vraiment l'apogée, je crois, de la route de la soie, une première tentative de globalisation qui est pensée par un certain nombre de marchands. On le voit, on a les textes, il conçoit l'Eurasie comme un marché global. Et il expédie des cargaisons de ci, de là, au Tibet, à Samarcande, chez les Turcs, en Chine, à Byzance, etc. etc. Quelque chose qu'on ne retrouvera pas du tout avant le XIIIe siècle mongol. Et alors, au XIIIe siècle mongol et au XIVe siècle, les échanges seront sans doute en montant, en valeur, beaucoup moins importants qu'ils ne l'étaient durant ma période, tout simplement parce que les échanges sont devenus essentiellement maritimes. La route de la soie terrestre est, durant et à la fin de notre période, supplantée par les routes commerciales maritimes. Alors j'étais parti très fleur au fusil quand j'étais jeune, dans ma thèse sur les marchands sogdiens, avec justement une volonté de me différencier de tous ces travaux de seconde main sur la route de la soie, le tourisme, les agences de voyage. Et en fait, en mûrissant un peu, je me suis rendu compte que l'expression n'était pas si mauvaise, tout simplement parce que la soie représentait certainement l'une des très rares marchandises qui valait le coup d'être transportée sur la très longue distance, avec quelques parfums, les vésicules de musc, les reliques aussi, l'argenterie, ce genre de choses. Mais la soie est incontestablement l'un des produits dominants, au moins jusqu'au VIe siècle et même encore au VIIe siècle, lorsque le monopole de la soie est encore concentré en Asie centrale et en Chine. Après, le fait que Byzance et les empires musulmans se mettent à produire de la soie va modifier les équilibres. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais en tête le modèle, j'ai envie de dire, libéral, de multiples petites entreprises marchandes, petites et grandes, qui commerçaient librement à l'échelle de l'Eurasie en organisant leurs caravanes, certaines bénéficiant de monopoles commerciaux, d'autres non, etc., etc. Et je me suis rendu compte que ce modèle était totalement faux, tout simplement parce que, dans le cadre justement de la puissance de l'Empire turc, la Chine, pour éviter d'être envahie, va payer aux Turcs des centaines et des centaines de milliers de rouleaux de soie en tribut chaque année, dans la deuxième moitié du VIe siècle. Ce qui veut dire que cette route de la soie ou ce grand commerce caravanier que je voyais comme une série d'entreprises individuelles, etc., était totalement en fait imbriqué dans un rapport de force politique, celui du tribut de la Chine aux Turcs. Lorsque la Chine va se délivrer de cette emprise militaire turque et va au contraire conquérir une partie de la Mongolie et surtout les oasis d'Asie centrale, la Chine va payer ses troupes en rouleau de soie. La soie est une monnaie en Chine. Le billet de 500 €, celui que nous ne voyons jamais en Chine, c'est le rouleau de soie. Les familles paysannes chinoises doivent tisser chaque année un demi-rouleau de soie parmi les impôts qu'elles doivent payer. Et donc le rouleau de soie sert pour des échanges importants.
Et on s'est rendu compte qu'il était impossible pour la Chine de financer son expansion coloniale vers l'Ouest si elle utilisait les autres formes monétaires dont elle disposait. Il n'y avait pas encore de chèques, il n'y avait pas encore de billets, ça sera inventé plus tard. Les autres formes monétaires, c'était le grain, mais vous ne pouvez pas envoyer de grain sur de très longues distances parce que la charrette serait vide, les chevaux se nourriraient du grain. Et la charrette... Vous ne pouvez pas envoyer, enfin, les pièces de bronze, vous pouvez en envoyer, mais ça pèse extrêmement lourd. Ce sont les pièces chinoises. Bon, mais en revanche, le rouleau de soie, c'est très léger, c'est infalsifiable et ça vaut très cher sur les marchés étrangers. Donc la route de la soie, c'est au fond la façon, d'une part, dont la Chine a acheté la paix sur ses frontières nord face aux nomades, et d'autre part, ensuite, la façon dont elle a financé son entreprise coloniale. Donc, à ce double titre, la route de la soie n'est pas une entreprise individuelle de petits commerçants ou grands commerçants, elle est au moins en partie, à sa racine, une histoire de lien entre ces commerçants et l'État chinois. Et d'ailleurs, lorsque l'État chinois s'effondre, à partir de la deuxième moitié du 8e siècle, on voit immédiatement un déclin formidable des échanges en Asie centrale. Ça va décliner pendant un siècle avant de s'arrêter presque totalement. Et pour l'État, le deuxième thème que je crois important effectivement de décentrer, à la suite des travaux de David Sniff sur l'État sans tête, l'État nomade qui se transmettrait sur la longue durée un modèle étatique dans lequel il n'y a pas besoin forcément de forme impériale au sommet qui organiserait l'ensemble des groupes nomades, j'ai tenté de montrer dans cet ouvrage que cette réflexion, cette conception anthropologique qui était basée sur des modèles plutôt du XVIIe siècle en Mongolie, était valable pour mon époque, en dialogue avec mon étudiant Simon Berger qui a soutenu une thèse sur le sujet pour la période mongole, et cela marche très bien. On se rend compte qu'il y a une continuité des formes étatiques, une mise en avant de la loi militaire à chaque recréation d'empire, alors même qu'il n'y a pas eu d'empire depuis 4 siècles ou 3 siècles. Et donc la forme de l'empire se transmet probablement dans les grandes familles nobles qui sont capables d'avoir un modèle d'État. Et lorsque les groupes sont réunifiés par une figure impériale, par exemple les Turcs, on va reprendre ce modèle d'État et on va faire une cérémonie de réinstauration de cet État nomade.